Il est tard. Vous êtes allongé dans le noir, le téléphone dans la main. L'écran s'allume toutes les quelques secondes. Vous attendez un message. Celui qui, vous en êtes sûr, apaiserait ce nœud dans votre ventre. Mais il ne vient pas. Et plus le temps passe, plus votre cœur bat fort, plus vos pensées se bousculent. Vous vous dites, peut-être qu'il ou elle est occupé, ou alors je n'ai pas été assez intéressant. Et sans vous en rendre compte, une soirée entière se résume à attendre quelqu'un d'autre. Ce moment, vous le connaissez peut-être. Cette sensation que votre bonheur, votre paix, dépendent d'une seule personne, d'un seul geste. C'est ça, la dépendance affective. Un fil invisible qui vous relie à quelqu'un, mais qui parfois vous étrangle. La dépendance affective n'est pas un caprice. Ce n'est pas aimer trop ou manquer de caractère. C'est une véritable prison invisible dans laquelle on peut se retrouver sans même savoir comment. Elle se nourrit d'un besoin profond, souvent né il y a longtemps. Besoin d'être rassuré, reconnu, aimé, au point que notre valeur semble ne dépendre que du regard de l'autre. Et ce qui rend cette prison si difficile à quitter, c'est que ces barreaux sont faits d'amour, ou du moins de ce que l'on croit être de l'amour. Si vous regardez cette vidéo, peut-être que vous vous sentez perdu quand l'autre s'éloigne. Vous acceptez des comportements qui vous blessent, par peur de perdre. Ou peut-être que vous sentez que votre vie tourne autour d'une seule personne et que ça vous épuise. Ici, je ne suis pas là pour juger. Je suis là pour mettre des mots sur ce que vous vivez, pour éclairer les zones d'ombre et surtout pour vous donner des clés concrètes pour retrouver votre liberté émotionnelle. Nous allons avancer ensemble, chapitre après chapitre. Je vais vous raconter des histoires, vous expliquer les mécanismes, vous montrer comment on tombe dans la dépendance affective et surtout, comment on peut s'en libérer. Car oui, on peut en sortir. Et souvent, on en ressort plus fort, plus conscient et capable d'aimer d'une manière plus saine, plus belle. Imaginez une plante. Chaque matin, elle tourne sa tige vers le soleil, avide de lumière. Sans cette lumière, elle se fane. Avec elle, elle s'épanouit. Maintenant, imaginez que ce soleil, c'est une personne, et que la plante, c'est vous. Vous vous levez le matin avec ce réflexe. Est-ce qu'il ou elle va m'écrire, me sourire, me rassurer aujourd'hui? Vos émotions montent et descendent au rythme de ces gestes, de ces mots, de ces silences. Et quand la lumière se cache derrière un nuage, c'est toute votre journée qui devient grise. La dépendance affective, c'est ce besoin excessif d'attention, d'affection et de validation venant d'une autre personne pour se sentir bien dans sa peau. Ce n'est pas simplement aimer beaucoup, c'est faire dépendre son estime de soi, sa joie et parfois même son identité entière du comportement de l'autre. Elle peut prendre racine dans l'enfance, un manque d'amour ou une affection conditionnelle. Je t'aime si tu es sage. Des expériences de rejet ou d'abandon, rupture brutale, relations instables. Une faible estime de soi. Quand on ne se sent pas suffisant par soi-même, on cherche à l'être à travers le regard des autres. La dépendance affective est une stratégie de survie émotionnelle. On se raccroche à l'autre comme à une bouée, non pas par choix, mais parce qu'on croit que sans cette présence, on va se noyer. Dans les prochains chapitres, vous allez voir comment cette bouée peut devenir une ancre qui nous empêche d'avancer et comment la transformer en quelque chose de plus solide, une base en nous-mêmes. C'est le matin. Avant même d'ouvrir complètement les yeux, votre main cherche votre téléphone. Un message? Un appel manqué? Une notification qui prouverait que vous comptez toujours pour lui ou elle? Chaque silence devient un doute, chaque absence, un vertige. Vous analysez un mot, un emoji, une intonation, comme si votre survie dépendait de cette interprétation. Et quand la réponse tarde, votre esprit construit un scénario, puis un autre encore, jusqu'à ce que votre cœur batte plus vite qu'un tambour en plein orage. Et dans cette tempête, tout le reste passe au second plan. Vos projets, vos envies, vos besoins. La dépendance affective se manifeste par des comportements répétitifs et reconnaissables.
Voici les signes les plus fréquents. Hypervigilance émotionnelle. Scruter chaque geste, chaque mot de l'autre, à la recherche de signes d'amour ou de désintérêt. Peur intense de l'abandon. Ressentir une angoisse disproportionnée à l'idée que l'autre puisse partir. Sacrifice personnel. Mettre de côté ses besoins, ses valeurs ou ses limites pour plaire ou éviter un conflit. Recherche constante de validation. Se sentir mal ou inutile tant que l'autre n'a pas exprimé son approbation. Difficulté à être seul. Ressentir un vide ou une angoisse profonde en l'absence de l'autre. Idéalisation et dévalorisation. Voir l'autre comme parfait et se voir soi-même comme pas assez bien. Avoir un ou deux de ces signes ne signifie pas forcément que vous êtes en dépendance affective. C'est l'intensité, la fréquence et l'impact sur votre bien-être qui indiquent un problème. Ces signes, on les repère souvent après coup. Quand on relit nos propres messages, qu'on se surprend à dire oui alors qu'on voulait dire non, qu'on réalise que notre monde s'est peu à peu rétréci autour d'une seule personne. Mais pourquoi tombons-nous dans ce schéma ? C'est ce que nous allons voir maintenant. Imaginez une toile d'araignée. Au début, on ne voit qu'un fil, presque invisible. Ce fil, c'est un compliment, une attention, un moment où l'on se sent unique. Puis, un autre fil s'ajoute, un regard, un geste tendre, une promesse. Petit à petit, ces fils se croisent et tissent une toile autour de vous. Et avant même que vous ne le réalisiez, vous êtes au centre, incapable de bouger sans que la toile ne tremble. Cette toile, c'est le mélange subtil d'émotions intenses, de récompenses imprévisibles et de souvenirs partagés. Elle est douce, mais collante. Les mécanismes de la dépendance affective sont à la fois émotionnels et neurologiques. Le système de récompense du cerveau. L'amour et l'attention déclenchent la libération de dopamine et d'ocytocine, les hormones du plaisir et de l'attachement. Quand ces récompenses sont données de façon irrégulière, un jour très présent, un autre jour distant, le cerveau s'accroche encore plus, comme un joueur de machine à sous qui attend le prochain gain. L'ancrage émotionnel. Chaque geste d'amour devient un repère rassurant. L'absence ou le retrait de ces gestes crée un manque douloureux, comparable à un sevrage. Les schémas d'attachement. Les personnes avec un attachement anxieux sont plus vulnérables. Elles anticipent le rejet et multiplient les efforts pour garder l'autre près d'elles. Les partenaires avec un attachement évitant peuvent inconsciemment renforcer cette dynamique en donnant puis retirant leur affection. Le renforcement négatif. On reste parfois dans la relation par peur de la douleur que provoquerait la rupture, même si la relation elle-même fait souffrir. Ces mécanismes créent un cercle vicieux. Plus l'attention de l'autre est rare ou imprévisible, plus on y devient accro. C'est un piège émotionnel qui ne se voit pas, mais qui se ressent profondément et qui peut durer des années si on ne le comprend pas. Vous ne l'avez pas vu venir. Petit à petit, vous avez arrêté de répondre aux messages de vos amis. Vous avez décliné des sorties, reporté vos projets, mis vos passions entre parenthèses. Votre univers s'est réduit à un seul centre de gravité, l'autre. Mais même ainsi, vous vous sentez souvent en insécurité. Vous vous demandez « Est-ce qu'il m'aime encore? Est-ce que je fais assez ?» Chaque silence est un vide, chaque désaccord, un tremblement de terre. Et dans ce climat, vous ne riez plus comme avant. Votre sommeil se fragilise, vos émotions deviennent imprévisibles. Parfois, vous ne vous reconnaissez plus. La dépendance affective peut avoir des conséquences profondes et durables sur la santé mentale. Augmentation de l'anxiété et du stress, risque accru de dépression, perte progressive de confiance en soi. Sur la santé physique, troubles du sommeil, fatigue chronique, baisse d'énergie et troubles somatiques, maux de tête, douleurs musculaires. Sur la vie sociale et professionnelle, isolement, moins de liens avec amis et familles, diminution de la productivité et de la créativité, difficulté à prendre des décisions seules. Sur la relation elle-même, déséquilibre, l'un donne beaucoup, l'autre reçoit sans forcément rendre autant. Érosion du respect mutuel,
risque de comportements toxiques, manipulation, contrôle, chantage émotionnel. La dépendance affective ne détruit pas seulement la personne qui la vit, elle fragilise aussi la relation. L'amour devient alors un terrain de tension plutôt qu'un espace de sécurité. Et pourtant, même quand on sait que ça nous abîme, on reste, parfois des mois, parfois des années. Alors pourquoi? C'est ce que nous allons explorer maintenant. Il y a des soirs où vous vous dites « c'est fini, je pars ». Vous sentez cette force monter en vous, ce besoin de respirer à nouveau. Mais le lendemain, il ou elle vous prend la main, vous dit un mot doux, vous promet que tout ira mieux. Et votre décision s'évapore. Vous vous persuadez que cette fois-ci, ce sera différent. Vous vous souvenez des bons moments, des rires, des promesses. Vous vous accrochez à l'idée de cette personne que vous aimez, ou plutôt à l'idée de ce qu'elle pourrait redevenir. Rester dans une relation de dépendance affective s'explique par plusieurs mécanismes puissants. La peur de l'abandon. L'idée de se retrouver seul provoque une angoisse intense, comparable à un danger physique pour le cerveau. Le cerveau interprète la rupture comme une perte vitale. Les souvenirs positifs, les moments heureux agissent comme des ancres émotionnelles. On a tendance à minimiser la douleur actuelle en se raccrochant à ces instants passés. Le renforcement intermittent. L'alternance entre affection et distance rend la relation encore plus addictive. Comme pour un jeu de hasard, on rejoue sans cesse en espérant la prochaine récompense émotionnelle. La croyance qu'on peut changer l'autre. Espoir tenace que si je fais assez bien les choses, il ou elle changera. Cette croyance nourrit des efforts constants, souvent vains. Le sentiment de culpabilité. L'idée que partir, c'est trahir ou abandonner l'autre. On se persuade qu'on doit rester pour aider ou sauver la personne. Ces raisons ne sont pas une preuve d'amour inconditionnel, mais souvent le reflet de blessures plus anciennes ou de schémas émotionnels ancrés. Il y a un moment où quelque chose change. Ce n'est pas toujours un grand choc, parfois c'est juste un murmure intérieur. Une petite voix qui dit « ça ne peut plus continuer comme ça ». Ce murmure peut naître d'une énième dispute, d'un silence trop long, ou simplement d'un matin où l'on se regarde dans le miroir et où l'on ne se reconnaît plus. On réalise alors que notre sourire est devenu rare, que nos yeux portent une fatigue plus profonde que le manque de sommeil, que notre vie s'est réduite à attendre l'autre plutôt que de la vivre. Prendre conscience, c'est comme ouvrir les rideaux dans une pièce où l'on vivait dans la pénombre. La lumière peut faire mal aux yeux au début, mais elle révèle ce qui était caché. On voit enfin les mécanismes, les moments où l'on a dit oui alors qu'on voulait dire non, les instants où l'on s'est effacé pour éviter un conflit, les heures passées à attendre un geste qui ne venait pas. Et cette prise de conscience peut être brutale, parce qu'elle nous montre aussi à quel point on s'est oublié. Mais accepter cette réalité, c'est une autre étape. Ce n'est pas se résigner ni se blâmer, c'est dire « oui, j'ai vécu ça. Oui, je me suis perdu en chemin. Mais maintenant, je choisis de me retrouver. » Accepter, c'est arrêter de fuir ce qu'on ressent. C'est comprendre que reconnaître sa douleur n'est pas un signe de faiblesse, mais un acte de courage. Parce que tant qu'on refuse de voir, on reste enfermé. Et le simple fait de mettre des mots sur ce qui nous arrive, c'est déjà une clé qui ouvre la porte vers quelque chose de plus grand. Sortir de la dépendance affective, ce n'est pas rompre du jour au lendemain et tourner la page comme dans un film. C'est un processus, parfois lent, souvent inconfortable, mais profondément transformateur. La première étape, c'est de revenir à soi. Cela signifie reprendre contact avec ses besoins, ses envies, ses limites. Cela peut être aussi simple que de se demander chaque matin « qu'est-ce qui me ferait du bien aujourd'hui ?» et de s'offrir la permission d'y répondre, même si cela ne dépend pas de l'autre. Il faut aussi réapprendre à être seul, non pas dans la solitude subie, mais dans une solitude choisie, qui devient un espace de reconnexion. Passer du temps avec soi, faire des choses qui nous nourrissent, redécouvrir des passions laissées de côté, se rappeler qu'on existe indépendamment du regard de quelqu'un. Au début, ce silence peut sembler lourd, presque oppressant. Mais peu à peu,
il devient un espace où l'on respire mieux. Se libérer, c'est également apprendre à poser des limites claires. Dire non sans culpabiliser. Dire oui parce qu'on en a envie, pas par peur de perdre. Et surtout, se donner le droit d'être imparfait, de ne pas toujours plaire, de ne pas toujours correspondre aux attentes. C'est un chemin qui demande parfois d'être accompagné par des amis de confiance, un thérapeute ou toute personne capable d'offrir un regard bienveillant et objectif. Et puis, il y a cette étape où l'on commence à aimer autrement. Non plus avec l'urgence de retenir, mais avec la liberté de laisser l'autre être ce qu'il est. Non plus en se vidant pour remplir l'autre, mais en partageant ce qui déborde en nous. C'est un amour qui n'enchaîne pas, mais qui accompagne. Un amour qui ne fait pas disparaître nos blessures, mais qui n'a plus besoin de les cacher. Ce moment, il arrive souvent plus tôt qu'on ne le croit. Et quand il arrive, on comprend que la dépendance affective n'a pas été seulement une épreuve, mais aussi un enseignement. Celui qui nous apprend que l'amour le plus important, c'est celui qu'on apprend à se donner à soi-même. Il y a un matin où tout est plus calme, pas parce que tout est réglé, mais parce que quelque chose en vous a changé. Vous ouvrez les yeux et, pour la première fois depuis longtemps, vos premières pensées ne vont pas à l'autre. Elles viennent vers vous. Vous sentez que vous avez de l'espace à l'intérieur, comme si les murs de votre vie s'étaient repoussés pour laisser entrer un peu plus de lumière. Vous remarquez le chant d'un oiseau, le goût du café, le sourire d'un inconnu dans la rue. Des petites choses simples, mais que vous ne voyez plus. Reconstruire, ce n'est pas effacer le passé. C'est l'accepter et choisir de bâtir sur des fondations plus solides. Cela commence par réapprendre à se connaître, à savoir ce qui nous rend vraiment heureux, indépendamment des autres. On retrouve le plaisir de se fixer des objectifs pour soi-même, de célébrer ses victoires, même petites. On apprend à ne plus attendre que quelqu'un valide nos choix ou nos émotions pour se sentir légitime. Aimer autrement, c'est comprendre que l'amour n'a pas besoin de contrôle, qu'il respire mieux dans la liberté. C'est accepter que l'autre soit un être complet, avec ses propres envies, ses propres espaces. C'est aussi se voir comme un être complet et non comme une moitié qui doit être comblée. Cela implique de poser des bases nouvelles, la communication sincère, l'écoute mutuelle, le respect des limites. Et surtout, cela implique de ne plus chercher dans l'autre ce qu'on refuse de se donner à soi-même. Parce qu'un amour équilibré n'est pas une fusion, mais une alliance. Deux vies qui avancent côte à côte, sans se dévorer. Ce que vous avez traversé n'est pas une faiblesse. C'est souvent le résultat d'histoires anciennes, de blessures profondes, de manques que vous n'avez pas choisis. Mais aujourd'hui, vous pouvez choisir. Vous pouvez décider de comprendre vos schémas, de poser vos limites, de renforcer votre estime de vous-même. Ce processus prend du temps, demande de la patience et de la bienveillance envers soi. Mais il transforme. Il vous rend plus conscient, plus solide et plus capable d'aimer d'une manière qui ne détruit pas, mais qui construit. Et souvenez-vous, la liberté émotionnelle ne signifie pas ne plus avoir besoin de personne. Elle signifie pouvoir aimer sans se perdre, donner sans se vider, recevoir sans se sentir redevable. C'est cet équilibre, fragile mais précieux, qui permet à l'amour de grandir plutôt que de s'étouffer. Alors si aujourd'hui vous vous sentez pris dans les filets de la dépendance affective, sachez qu'il existe un chemin pour en sortir. Ce chemin n'est pas tout droit, il est parsemé d'embûches, mais il est réel. Et chaque pas que vous faites vers vous-même est déjà une victoire. Vous n'êtes pas seul. D'autres ont traversé cette tempête avant vous et d'autres la traverseront après. Mais votre histoire, à vous, peut devenir un exemple. Celui d'une personne qui a appris à se tenir debout par elle-même et qui un jour a compris que l'amour le plus fort est celui qu'on se porte d'abord à soi. Si cette vidéo vous a parlé, laissez un commentaire, partagez-la avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin et abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines histoires et réflexions sur le chemin des âmes. Prenez soin de vous et surtout, rappelez-vous que vous méritez un amour qui vous élève, jamais un amour qui vous enferme.